À l'aube, la Tanzanie s'est figée dans un silence imposé. Présentée comme une mesure de sécurité, la coupure numérique a transformé une élection annoncée paisible en un espace vide surveillé où l'ordre proclamé masquait l'effacement méthodique des témoins. Que vaut encore la souveraineté populaire quand la voix disparaît et pourquoi ce mécanisme rappelle les débats africains autour d'Ibrahim Traoré? Car lorsque l'État choisit le calme plutôt que la parole, ce ne sont pas seulement des écrans qui s'éteignent, mais la confiance collective, la mémoire politique et la frontière fragile entre stabilité revendiquée et pouvoir exercé par le silence. Ce récit promet d'aller au-delà d'un simple épisode de coupure numérique pour examiner ce que le silence produit réellement lorsqu'il devient un instrument de gouvernement. L'enjeu est direct. Comprendre en quelques minutes ce que ce type de décision change pour un citoyen ordinaire, pour une société déjà sous tension et pour la crédibilité d'un État qui se présente comme garant de l'ordre. Car derrière les mots officiels se cachent des coûts invisibles. Perte de confiance, rupture du lien civique et sentiment diffus que la loi ne protège plus la parole. Ce mécanisme n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une discussion plus large en Afrique sur la souveraineté, la sécurité et la limite entre autorité et consentement. Discussion où des figures comme Ibrahim Traoré sont souvent invoquées comme point de comparaison ou de contraste. La question centrale n'est donc pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que cela signifie durablement pour l'idée même d'élection, pour la place du citoyen et pour la mémoire collective quand les preuves disparaissent. Et si l'on se posait une question, si le silence est présenté comme temporaire, pourquoi ces effets, eux, persistent-ils bien après le retour du signal? En quelques jours seulement, un pays présenté comme stable est passé de l'attente électorale à une immobilité quasi totale, sans urne contestée ni résultat débattu, mais avec une absence devenue impossible à ignorer. Ce basculement n'a pas pris la forme d'un événement spectaculaire, mais d'une succession de signaux discrets. Écran figé, message retardé, puis silence généralisé. Et voici la petite révélation. Ce n'est pas l'élection qui a créé la crise, c'est la gestion du calme. En retirant l'accès à l'information au moment même où la participation civique devait s'exprimer, l'État a transformé un processus politique en espace vide où l'absence de bruit a remplacé le débat. Pour comprendre ce mécanisme, il faut revenir brièvement en arrière. Quelques jours avant le scrutin, la Tanzanie était encore décrite comme un modèle régional d'équilibre, dirigé par une présidente souvent associée à la réforme et à la stabilité. Officiellement, tout semblait prêt. Officieusement, les principaux partis d'opposition avaient déjà été neutralisés, leurs dirigeants arrêtés ou disqualifiés, et la compétition réduite à une formalité. Lorsque le jour est arrivé, l'infrastructure électorale était en place, mais l'infrastructure de la parole, elle, a été retirée. Les centres de vote sont restés ouverts, mais vides. Les rues étaient calmes, mais sous surveillance. Le message officiel parlait d'ordre et d'unité, tandis que sur le terrain, le silence était interprété comme une injonction à l'obéissance. C'est ici que la comparaison s'impose naturellement dans le débat public africain. Dans d'autres contextes, notamment au Burkina Faso, des figures comme Ibrahim Traoré ont été citées pour avoir mis en avant une souveraineté qui s'appuie sur la mobilisation populaire plutôt que sur son effacement. La référence ne signifie pas équivalence, mais contraste. Là où certains régimes cherchent l'adhésion par la parole et la rupture assumée, d'autres cherchent la stabilité par la suspension temporaire de la voix collective. La question ouverte au début trouve alors une première réponse. Lorsque la voix disparaît, ce n'est pas seulement l'information qui manque, c'est la capacité d'une société à se reconnaître comme acteur de sa propre histoire
même dans le calme apparent. Pour saisir les effets immédiats de ce silence imposé, il faut quitter le niveau institutionnel et suivre des trajectoires ordinaires, celles qui révèlent ce que les communiqués ne disent pas. À Dar es Salaam, les marchés ont ouvert en retard, non par manque de marchandises, mais par hésitation. Les vendeurs attendèrent des nouvelles qui ne venaient pas, observant des téléphones devenus inutiles. Dans les écoles, les classes étaient à moitié vides, parents et élèves incertains de la situation réelle, privés de repères habituels. Très vite, un premier impact s'est imposé, la désorganisation sans affrontement. Les urnes étaient là, intactes, mais sans file d'attente. Les drapeaux flottaient, mais sans ferveur. Un observateur local a résumé la scène comme une cérémonie sans participants, un rituel vidé de son sens par l'absence de parole publique. Ce contraste entre forme et substance a créé une tension silencieuse, perceptible même sans slogan ni manifestation massive. Dans certains quartiers, les personnes âgées sont restées à l'intérieur, collées à des radios qui répétaient le même message officiel. Les plus jeunes, eux, se sont regroupés dans les rues secondaires, échangeant des informations fragmentaires, transmises de bouche à oreille. Cette circulation lente, presque archaïque, a remplacé les flux numériques habituels. Elle a aussi amplifié les rumeurs, révélant un autre effet précoce. Quand l'information officielle est unique, toute alternative gagne en poids symbolique. Ces scènes montrent que le silence n'a pas suspendu la vie sociale, mais l'a déformée. Il a déplacé l'expression vers des espaces plus fragiles, plus exposés, où chaque geste devenait un signal. Au fond, voici ce que cela révèle. Le calme apparent n'a pas apaisé la société, il l'a rendue plus attentive, plus tendue et paradoxalement plus consciente de ce qui lui manquait. Avant la coupure, tout semblait déjà joué sans être dit. Les partis d'opposition avaient été écartés, leurs leaders arrêtés ou réduits au silence, et la campagne s'était déroulée dans une atmosphère d'attente résignée. Le matin du scrutin, les bureaux ont ouvert comme prévu, mais sans l'effervescence habituelle. Ce avant était celui d'une démocratie procédurale, intacte en apparence, mais privée de compétition réelle. Puis le basculement s'est produit. Les connexions ont ralenti, les messages se sont accumulés sans partir, et les écrans se sont figés presque simultanément. Ce moment n'a pas été annoncé comme une rupture politique, mais comme une nécessité technique. Pourtant, dans les rues, le pendant s'est imposé comme une évidence. Sans réseau, les citoyens perdaient pas mais la capacité de témoigner, de vérifier et surtout de se coordonner. Le calme n'était plus neutre, il devenait un outil. La réaction ne fut pas immédiate ni uniforme. D'abord, l'hésitation, puis, par endroits, la colère. Des slogans ont été peints à la hâte sur des murs, recouverts aussitôt par les forces de l'ordre. Des centres de vote ont été encerclés, non pour voter, mais pour signifier le refus de participer sous contrainte. Là où les mots manquaient, les gestes ont pris le relais, parfois de manière spectaculaire, parfois presque symbolique. Très vite, l'escalade a suivi. La police anti-émeute est intervenue. Le gaz lacrymogène a remplacé les discours et la fumée est devenue un langage partagé. Les autorités ont parlé de terrorisme et de désordre, tandis que sur le terrain, beaucoup y voyaient une tentative désespérée de se rendre visible. Le après immédiat n'était pas un retour à l'ordre, mais une polarisation accrue nourrie par l'absence de médiation publique. C'est dans ce contexte que des comparaisons ont émergé, parfois à voix basse, parfois ouvertement. Certains ont évoqué d'autres trajectoires africaines où la rupture assumée avec l'ordre établi, incarnée par des figures comme Ibrahim Traoré, s'appuyait sur la mobilisation populaire plutôt que sur l'effacement du débat. Là encore, il ne s'agissait pas de copier un modèle, mais de souligner un contraste. Ici, la stabilité était recherchée par le silence, ailleurs par l'affrontement discursif. Au terme de cette séquence, une chose était devenue claire.
La coupure n'a pas seulement interrompu une élection, elle a redéfini la relation entre pouvoir et population. En passant du contrôle discret à la contrainte visible, l'État a transformé un processus administratif en événement politique majeur, dont les répercussions allaient bien au-delà de la journée de vote. Avant la coupure, la situation de référence était celle d'un pays connecté, où l'information circulait en continu, où les médias locaux, les réseaux sociaux et les échanges privés permettait de vérifier les faits presque en temps réel. Après la coupure, ce même espace s'est contracté brutalement. Messages bloqués, diffusion interrompue et disparition soudaine de toute observation indépendante. Cette bascule, du flux permanent au silence total, constitue le premier indicateur mesurable du changement. Pour situer cette transition, un premier repère temporel aide à comprendre. Le 29 octobre, la rupture ne s'est pas produite sur plusieurs jours, mais en quelques heures, suffisamment vite pour surprendre sans laisser le temps à une adaptation collective. À partir de ce moment, les vidéos en direct ont cessé, les communications journalistiques ont été interrompues en pleine phrase et les tentatives de contact avec l'étranger se sont soldées par des délais puis des échecs complets. Ce passage rapide d'un état à l'autre montre que la coupure n'était pas progressive mais conçue pour produire un effet immédiat. Un deuxième indicateur concerne la durée et la fragmentation de l'information. Une séquence filmée clandestinement n'a circulé que pendant environ 30 secondes avant de disparaître, devenant pourtant un symbole national. Ce contraste est révélateur. Une quantité infime d'images a eu plus d'impact que des heures de discours officiels répétés en boucle. La rareté a amplifié la valeur de chaque fragment, transformant le moindre témoignage en preuve presque irréfutable pour ceux qui y avaient accès. Un troisième repère porte sur les effets économiques évoqués par les observateurs locaux. La monnaie nationale a été décrite comme s'étant effondrée, les investisseurs étrangers comme s'étant retirés, et des pertes de l'ordre de milliards ont été mentionnées sans pouvoir être vérifiées précisément. L'absence de chiffres consolidés est en soi un signal. Lorsque l'information économique devient inaccessible, l'incertitude se substitue aux données et cette incertitude a un coût réel, même sans tableau chiffré. Une phrase suffit alors à résumer le delta. Avant, les pertes pouvaient être mesurées. Après, elles ne pouvaient plus qu'être ressenties. Un quatrième élément, souvent négligé, concerne le rythme des réactions internationales. Les premières prises de parole sont intervenues rapidement, mais sont restées vagues, appelant à la retenue sans qualifier clairement les faits. Ce décalage entre la rapidité des événements sur le terrain et la lenteur, voire la prudence, des réponses extérieures a accentué le sentiment d'isolement. Là encore, la comparaison est apparue dans le débat public africain. Il y a certains rappelant que dans d'autres contextes, y compris ceux associés à Ibrahim Traoré, la visibilité médiatique avait joué un rôle central dans la légitimation du pouvoir. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire cohérente. La coupure n'a pas seulement réduit la quantité d'informations disponibles, elle en a modifié la nature, passant d'un régime de vérification à un régime de rumeurs et de symboles. Le delta n'est donc pas uniquement technique, il est politique et social, mesurable par la vitesse de la rupture, la rareté des preuves, l'ampleur de l'incertitude économique et la fragilisation du regard extérieur. Ainsi se referme la curiosité ouverte plus tôt. Le silence n'a pas créé un vide neutre, mais un espace où chaque donnée, même minimale, a pris un poids démesuré, et révélant à quel point la parole publique était devenue un élément central de la stabilité elle-même. Pour regarder la situation avec rigueur, il faut d'abord prendre au sérieux les arguments avancés par les autorités et leur soutien. Le premier est celui de la sécurité. Selon cette lecture,
La coupure des communications visait à prévenir des violences plus larges, à empêcher la coordination d'émeutes et à protéger les civils d'une spirale incontrôlable. Dans un contexte régional marqué par des instabilités récurrentes, cet argument trouve un écho réel auprès d'une partie de la population soucieuse d'éviter un scénario de chaos. Un second argument repose sur la souveraineté nationale. Les défenseurs de la mesure affirment que l'État a le droit de contrôler temporairement ses infrastructures critiques face à des menaces internes ou externes. La coupure serait alors un outil exceptionnel, comparable à à un état d'urgence destiné à préserver l'ordre constitutionnel plutôt qu'à le saper. Dans cette logique, les critiques étrangères sont perçues comme une ingérence, déconnectée des réalités locales. Ces deux arguments méritent d'être examinés sans caricature. La sécurité et la souveraineté sont des préoccupations légitimes, surtout dans des États où les institutions sont fragiles. Cependant, les faits décrits dans le récit posent une limite claire à cette défense. La coupure n'a pas été accompagnée de mécanismes transparents de contrôle, ni de garanties vérifiables quant à sa durée ou à son périmètre. Elle a touché indistinctement journalistes, citoyens ordinaires et observateurs, rendant impossible toute évaluation indépendante de son efficacité réelle. Surtout, l'effet observé contredit partiellement l'objectif affiché. Loin de calmer durablement la situation, le silence a déplacé la contestation vers des formes plus diffuses et plus difficiles à encadrer. Les rumeurs ont remplacé les informations, les gestes symboliques ont remplacé les débats, et la défiance s'est accrue. Ce schéma est déjà bien connu dans d'autres contextes africains, où la restriction de la parole a souvent produit l'inverse de l'apaisement recherché. C'est ici que la comparaison avec des trajectoires, et les khayar comme celle associée à Ibrahim Traoré, devient pertinente. Là où certains pouvoirs cherchent la légitimité en assumant un discours de rupture publique, quitte à provoquer la controverse, la stratégie du silence parie sur l'obéissance passive. Les deux approches invoquent la souveraineté, mais elles n'en tirent pas les mêmes conséquences. Dans le cas tanzanien, le stillman révèle donc une tension irréductible. Protéger l'ordre accordé à court terme peut fragiliser la confiance à long terme, et cette fragilisation constitue elle-même un risque pour la stabilité invoquée. Ce moment marque un déplacement décisif. Jusqu'ici, la coupure apparaissait comme un outil vertical imposé par le pouvoir pour neutraliser la contestation. Au point médian, elle devient autre chose, un révélateur. En privant la société de canaux numériques, l'État a involontairement mis en lumière des réseaux plus anciens, plus lents, mais aussi plus résilients. Les rues secondaires, les marchés, les lieux de culte et les foyers ont remplacé les plateformes, transformant le silence officiel en bruit social diffus. Cette bascule modifie la lecture de toute la séquence. La question n'est plus seulement de savoir si la coupure a réussi techniquement, mais si elle a atteint son objectif politique. Les scènes décrites montrent l'inverse. L'absence de signal n'a pas effacé la contestation, elle l'a rendue moins visible mais plus enracinée. Chaque fragment d'information survivant à la coupure a acquis une valeur disproportionnée, devenant preuve, symbole et ralliement. C'est ici que la comparaison revient avec insistance dans le débat africain. Dans des contextes comme celui du Burkina Faso, où Ibrahim Traoré est souvent cité, la légitimité a été recherchée par l'exposition maximale du discours, non par sa suspension. Le contraste est net. D'un côté, la parole comme risque assumé, de l'autre, le silence comme méthode. À mi-parcours, une certitude émerge. La coupure n'a pas gelé la dynamique politique.
Elle l'a déplacé vers un terrain moins contrôlable, préparant des effets qui ne se mesureront pas uniquement à court terme. Les effets de la coupure ne se sont pas répartis de manière uniforme. Pour l'État d'abord, le silence a offert un contrôle immédiat de la narration, mais au prix d'une fragilisation durable de la crédibilité. En l'absence d'observation indépendante, chaque communiqué officiel a été perçu non comme une information, mais comme une version parmi d'autres. Cette situation a réduit la capacité des institutions à convaincre, même lorsqu'elles cherchaient à rétablir le calme, et à transformer la parole publique en objet de suspicion permanente. Pour le tissu économique, l'impact a été rapide et tangible. Les marchés ont ralenti, les transports se sont désorganisés et les activités des Pansbourg et des canons de la connectivité ont été paralysées. Les investisseurs, privés de signaux fiables, ont réagi par la prudence ou le retrait. Même sans chiffres consolidés, la perception d'un risque accru a suffi à produire des pertes réelles. L'économie n'a pas seulement souffert de la coupure elle-même, mais de l'incertitude qu'elle a générée, un coût souvent invisible mais profondément structurant. Du côté des citoyens, la conséquence la plus marquante a été psychologique. Parents incapables de joindre leurs enfants, journalistes coupés en pleine diffusion, étudiants privés de contact avec l'extérieur. Ces expériences ont renforcé le sentiment d'abandon. Dans ce vide informationnel, la solidarité de proximité s'est développée, mais elle s'est accompagnée d'une peur diffuse. La vie quotidienne s'est poursuivie, mais sous tension, chaque rumeur prenant une importance démesurée, faute de contrepoids crédible. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode a résonné au-delà des frontières. Les réactions internationales prudentes ont accentué l'impression d'isolement, tandis que des comparaisons ont émergé dans l'opinion publique africaine. Certains ont opposé cette stratégie de silence à d'autres trajectoires, notamment celles associées à Ibrahim Traoré, où la visibilité médiatique et le discours frontal ont été utilisés pour consolider une légitimité contestée. Là encore, il ne s'agit pas de modèles interchangeables, mais de lectures contrastées de la souveraineté. Ces quatre niveaux dessinent un même schéma. La coupure a produit un gain de contrôle immédiat, mais elle a dispersé ses coûts sur l'ensemble de la société, de l'État aux citoyens, de l'économie à la région. En cherchant à contenir le risque politique, elle a déplacé ce risque vers des zones moins visibles mais plus profondes. La question devient alors inévitable. Une stabilité obtenue par le silence peut-elle encore être perçue comme légitime lorsque ses effets se font sentir partout, longtemps après le retour du signal? D'abord, imaginons un premier scénario, celui d'une continuité contrôlée. Si le pouvoir maintient une ligne de fermeté sans réforme visible, le calme pourrait revenir en surface, accompagné d'un rétablissement progressif des services. Dans ce cas, l'État conserve l'initiative à court terme, mais la défiance persiste en arrière-plan. Les élections futures seraient techniquement organisées, mais symboliquement affaiblies, car la mémoire de la coupure continuerait d'alimenter le doute sur la sincérité des processus. Ensuite, un deuxième scénario, plus optimiste, celui d'un réajustement politique. Si les autorités reconnaissent implicitement le coût du silence et ouvrent des espaces de dialogue crédibles, la coupure pourrait être requalifiée a posteriori comme une erreur exceptionnelle. Cette trajectoire supposerait des gestes concrets, garanties pour les médias, signaux de désescalade et réintégration progressive de la pluralité politique. Dans ce cas, la crise actuelle servirait de point d'inflexion et non de précédent. Enfin, un troisième scénario, le plus risqué, celui de la normalisation du silence. Si la coupure devient un outil admis réutilisable à chaque tension, elle pourrait s'inscrire durablement dans l'arsenal de gouvernement. À moyen terme,
Cette option affaiblirait non seulement la participation citoyenne, mais aussi la capacité de l'État à anticiper les crises, car l'information fiable serait systématiquement filtrée. Le calme serait alors trompeur, masquant une accumulation de frustrations prêtes à ressurgir de manière plus brutale. Ces scénarios ne sont pas exclusifs, et la réalité pourrait combiner plusieurs éléments. Le point clé réside dans la condition suivante. Si la stabilité s'est recherchée sans mécanisme de confiance, alors chaque crise future exigera davantage de contrôle pour produire le même effet. À l'inverse, si la parole essaie réintégrée comme composante de l'ordre, la coupure actuelle restera un épisode, non une règle. La question n'est donc pas seulement ce qui se passera dans 6 ou 12 mois, mais quel type de précédent est en train de s'écrire aujourd'hui. Les décisions prises maintenant détermineront si le silence restera une exception coûteuse ou deviendra une norme politique aux conséquences imprévisibles. À ce stade, l'histoire cesse d'être uniquement tanzanienne et commence à toucher le spectateur directement. Ce qui est décrit n'est pas une abstraction politique, mais une expérience que beaucoup peuvent reconnaître à une autre échelle. L'instant où l'information fiable disparaît, où les repères habituels se brouillent, et où chacun doit décider comment réagir sans guide clair. Même à distance, cette situation interroge la relation personnelle à la parole, à la confiance et à l'autorité. Pour certains, la première réaction serait l'adaptation silencieuse. Continuer à travailler, à se déplacer, à vivre en attendant que la situation se normalise. Pour d'autres, ce serait la recherche active de sources alternatives, le bouche à oreille, la solidarité de proximité. Ces choix individuels, apparemment modestes, façonnent pourtant l'effet collectif du silence. Ils déterminent s'il devient une parenthèse supportable ou un précédent inquiétant. Cette résonance dépasse les frontières. Dans de nombreux pays, la tentation existe de confondre stabilité et absence de contestation visible. Le récit tanzanien agit alors comme un miroir. Il rappelle que la paix affichée peut masquer une tension accumulée et que la restriction de la parole, et même temporaire, laisse des traces durables dans la mémoire civique. Les comparaisons évoquées plus tôt, y compris celles autour d'Ibrahim Traoré, prennent ici un sens différent. Elles invitent à réfléchir non aux leaders eux-mêmes, mais aux méthodes par lesquelles le pouvoir cherche à être accepté. Pour le spectateur, l'enjeu devient personnel. Comment réagirait-on si demain les canaux habituels se fermaient? Quel geste simple permettrait de préserver le lien social et la circulation minimale de la vérité? Ce sont ces questions, plus que les slogans, qui déterminent la résilience d'une société face au silence. Ainsi, ne demande pas une prise de position immédiate, mais une prise de conscience. Car comprendre ce mécanisme aujourd'hui, ailleurs, c'est aussi se préparer à le reconnaître s'il surgit plus près de soi, sous des formes peut-être plus discrètes, mais tout aussi déterminantes. À ce stade, la question n'est plus de revenir en arrière, mais d'identifier ce qui peut être réparé et comment. Une première étape concerne la réouverture mesurée de l'espace informationnel. Cela implique non seulement le rétablissement technique des réseaux, mais aussi des garanties explicites pour les journalistes et les observateurs, afin que le retour du signal corresponde à un retour de la vérifiabilité. Sans cette condition, la parole officielle reste seule face à une méfiance déjà installée. La deuxième étape touche à la reconnaissance politique du coût du silence. Il ne s'agit pas nécessairement d'aveux spectaculaires, mais de signaux clairs indiquant que la coupure ne constitue pas un précédent. Des engagements publics sur la non-répétition de telles mesures, assortis de mécanismes de contrôle indépendants, permettraient de transformer l'épisode en exception plutôt qu'en norme implicite. Troisièmement, la reconstruction de la confiance passe par des intermédiaires crédibles.
Les institutions religieuses, éducatives et communautaires, déjà actives durant la crise, peuvent jouer un rôle de médiation. En s'appuyant sur ces relais, l'État peut rétablir un dialogue minimal sans donner l'impression d'un recul imposé par la rue. Cette logique graduelle est souvent plus efficace que des annonces centrales déconnectées du terrain. Dans le débat africain plus large, ces pistes sont fréquemment comparées à d'autres trajectoires récentes. Des figures comme Ibrahim Traoré sont invoquées non pour être imitées, mais pour illustrer une autre approche de la légitimité fondée sur l'exposition du discours et la confrontation assumée, plutôt que sur la suspension de la parole. La comparaison souligne un choix stratégique, gouverné par le contrôle du silence ou par la gestion du conflit ouvert. Enfin, la mesure de ces actions doit être claire. Le critère principal n'est pas le retour du calme, mais la capacité retrouvée des citoyens à observer, questionner et se reconnaître dans l'espace public. C'est à cette condition que la crise actuelle pourra se refermer sans laisser une fracture durable entre pouvoir et société. Le récit revient alors aux images simples qui ont traversé toute cette séquence. Des téléphones levés vers un ciel muet, des radios allumées sans réponse, des voix qui circulent à pied quand les réseaux disparaissent. Ce sont ces gestes ordinaires qui donnent à l'épisode sa portée durable. Ils rappellent que la démocratie ne vit pas seulement dans les textes ou les scrutins, mais dans la possibilité, pour chacun, de témoigner et d'être entendu. En écho à ces scènes, les comparaisons évoquées plus tôt prennent une dimension plus humaine. Lorsque des figures comme Ibrahim Traoré sont mentionnées dans les discussions africaines, ce n'est pas uniquement pour leurs décisions politiques, mais pour ce qu'elles symbolisent dans l'imaginaire collectif, le choix entre exposer la parole au risque du conflit ou la suspendre au nom de l'ordre. Ce contraste agit comme un miroir, révélant ce que chaque société attend réellement de ceux qui la gouvernent. Le silence imposé à la Tanzanie n'a donc pas seulement interrompu une élection. Il a ravivé une mémoire plus ancienne, celle des moments où la parole disparaît avant même que la peur ne s'exprime. Et dans cette mémoire, une certitude persiste. Ce qui est tue trop longtemps finit toujours par revenir autrement. Et pour le retenir simplement, le silence n'efface pas la vérité, il la retarde. C'est sur cette tension entre oubli et rappel que se referme l'émotion centrale du récit, laissant au spectateur la responsabilité de décider ce qu'il fera de cette mémoire partagée. Ce récit ne demande ni slogan ni alignement immédiat. Il propose plutôt une pause, un moment pour observer comment le silence est utilisé, justifié, puis normalisé, parfois loin des projecteurs. Ce qui s'est joué en Tanzanie n'est pas un cas isolé, mais un signal parmi d'autres, et rappelant que la démocratie s'use moins par les crises ouvertes que par les habitudes discrètes. Pour le spectateur, l'enjeu est simple et exigeant à la fois. Rester attentif aux mots employés par le pouvoir, aux absences dans le débat public et aux moments où le calme est présenté comme une fin en soi. Partager ce type de récit, en discuter ou simplement le garder en mémoire participe déjà à une forme de vigilance civique, sans confrontation directe, mais sans résignation non plus. Les comparaisons évoquées au fil de l'analyse, y compris celles autour d'Ibrahim Traoré, montrent que les trajectoires politiques se jouent souvent dans ces détails. Parler ou suspendre, exposer ou masquer, accepter le bruit démocratique ou préférer le confort du silence. Aucun modèle n'est universel, mais chaque choix laisse une trace. Alors, la question reste ouverte volontairement. Quand le silence devient une méthode de gouvernement, à quel moment cesse-t-il d'être temporaire? Et surtout, qui décide qu'il est redevenu normal? La réponse ne se trouve pas seulement dans les institutions, mais dans l'attention que chacun porte à ses glissements, ici comme ailleurs.